Bonjour à tous et bonjour à toutes, et bienvenue dans le port de Celtico, Sayokosuka, sous la neige. Et bienvenue au bog et au porte-avions. Et oui, vous ne rêvez pas, il y a longtemps que j'ai pas mis de vidéo de porte-avions. Allez, ben, on va rattraper ça. On va rattraper ça avec deux parties. Alors, une, il va manquer des écrans de bataille à la première, sur le bog. Mais c'est une bataille qui est tellement fumée, quasiment, enfin, je vous le dis pas, vous allez voir. C'est une bataille tellement fumée que comment dire, je me suis dit que ce serait dommage de ne pas la mettre. Et je l'ai couplé avec une bataille en Ranger, le porte-avions de rang 6 de l'art technologique, toujours américain, afin que vous voyez un petit peu la différence en termes de gameplay que vous offre et l'évolution qui vous s'offre à vous quand vous attaquez les porte-avions. Alors, soyons clairs, une évolution qui va bien sûr changer, parce que le Ranger, d'après les rumeurs que j'ai entendu dire, il va y avoir le rework d'abord des porte-avions. On va plus jouer les porte-avions comme on les joue maintenant, donc il va falloir en profiter. Et profitez bien de ce type de jeu, parce que ce sera plus le même. On sera plutôt à la tête de nos avions et plus à la tête du porte-avions. Et on n'aura plus une vision stratégique, une attitude stratégique de la bataille. On sera plus dans l'engagement. Et en plus, le Ranger n'aura plus le poste qu'il détient à l'heure actuelle. Je ne sais pas s'il descend d'un tiers ou il monte d'un tiers. Ben, je ne sais pas. Je sais qu'il risque d'y avoir un petit bouleversement en termes de Ranger. Et sans doute que le bog, je ne sais pas si c'est le bog ou l'anglais qui vont disparaître. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup de choses qui vont changer. Et profitez de cette vidéo, double vidéo, qui, je l'espère, vous sera agréable. Même si vous ne jouez pas porte-avions, c'est toujours intéressant de voir un type de stratégie, voir un petit peu comment jouent les gens, et parfois pourquoi il ne faut pas crier trop après son porte-avions quand il ne fait pas le job que vous attendez qu'il fasse. Parfois c'est bien compliqué de jouer porte-avions. Ah, tout de suite en bataille. Allez, on est parti avec cette première bataille. Donc nous sommes sur Nouvelle Ère, avec le bog de Ruben Bapoma. Je remercie pour m'avoir envoyé cette vidéo. C'est vrai que c'est lui qui m'a un petit peu incité à renouer un peu avec les porte-avions, que j'avais un peu laissé tomber. Et il est en train de charger ses avions, comme je l'ai dit en première explication. On a cette impression qu'effectivement les porte-avions n'intéressaient pas grand monde. Et je me suis décidé que j'allais peut-être un petit peu renouer. Oh, peut-être pas systématiquement, peut-être pas toutes les semaines une vidéo de porte-avions, mais on va essayer de remettre un petit peu de porte-avions. J'ai quelques jolies parties en réserve à vous montrer. Ce serait dommage de ne pas les mettre. Alors, Ruben, on va l'appeler Ruben, hein, ça ira plus vite. Donc je remercie pour cette vidéo. Il a envoyé ses chasseurs en premier, les torpilleurs et les bombeurs qui passent aussi. Pour l'instant, les chasseurs sont en patrouille. Voyons ce qu'il va faire. Il semble vouloir centraliser ses avions autour de la base. Il leur fait suivre à peu près le même cursus. Et on voit que lui, de son côté, le bog, pour l'instant, oui, il avance à petite vitesse, probablement pour se la cacher derrière cette île. Alors, ici, il pose la question aux chasseurs ennemis. Si ceux-ci, bon, ils ont décidé visiblement de chasseurs ennemis de s'attaquer de venir chercher, de faire du spot. Sur le cap des Verts. Voilà, là il attaque à nouveau. Alors, il n'y a pas de strafe, j'ai l'impression. Et Ruben n'accepte pas l'échange pour l'instant. Il n'accepte pas l'échange, il se contente de tourner, il subit un peu pour l'instant l'offensive du rouge. C'est savoir ce qu'il a fait de ses avions de contact, de ses avions d'assaut. Là c'est beaucoup plus inquiétant, parce que pour l'instant il fige un peu Ruben dans sa base. Et espérons qu'il n'est pas en train de l'endormir et au point de l'attaquer par un endroit qu'il n'a pas prévu. Et Ruben continue, la protège vraiment ses torpilleurs. Il a décidé d'arrêter il a décidé d'arrêter de subir, et de fait il a vu
que les avions d'assaut sont en train de faire tout le tour. Donc, voyons ce qu'il va faire. Voilà, le chasseur. Le chasseur, il a intercepté le chasseur. Le souci, c'est que les... Bon, je crois qu'il a accepté le contact parce qu'il a vu qu'en fait, les avions d'assaut ne faisaient pas tout le tour pour le tuer lui, mais pour faire des dégâts sur les autres navires. Alors, comment ça se passe l'échange? Normalement, c'est une égalité parfaite. Là, Ruben est en train peut-être de prendre un peu l'avantage. Il a fait le premier kill de l'escadre. Alors, on va vite aller voir un peu ce qui se passe là, parce que... Torpilleur sur le Bretagne n'a pas encore lancé ses torpilles apparemment. Non, il va plutôt sur l'Emerald. Voilà, l'Emerald. Il a lâché. Il n'a pas lâché des bombes sur l'Emerald, ça n'a pas fonctionné. On en est à 5 avions détruits. Je pense qu'il a réussi à se défaire du chasseur. Et le largage de torpille est parfait, hein, bien joué, bien la terrain. Il en est une, voilà, 2 torpilles, 3 torpilles. Frappe dévastatrice. Voilà qui va calmer. Alors regardons, les chasseurs reviennent tout de suite et reviennent au bog. Il les a fait revenir pour les... comment dirais-je, comment, j'ai plus le mot. Réalimenter, en gros c'est pas le mot, mais enfin bon, il va renouveler un peu ses chasseurs, il va refaire le stock. Il va puiser dans ses réserves, mais il en profite parce qu'effectivement, à l'heure actuelle, comment dirais-je, bref, forcément, le porte-avions rouge a refait son stock, lui, par contre. Et allez, il est parti à la poursuite du torpilleur, mais il y a renoncé finalement. Il a déjà perdu des avions, porte-avions rouge. Il en a presque plus. Il a perdu l'escadre complète, j'ai l'impression. Donc là, c'est les torpilleurs qui rentrent, un petit peu avec du retard. Les bombardiers qui rentrent, eux, c'est bon. Et les chasseurs ont refait leur comment dirais-je, le plein. Et il repart vers là où il a vu que les chasseurs ennemis, ils avaient tendance à se figer, c'est-à-dire ici, au-dessus au nord-est du cap vert, visiblement. Ils sont là pour protéger ce push qui se passe ici, de ce côté-là. Alors là, la Bretagne est en train de prendre très cher. Et je suis les chasseurs, alors que les torpilleurs rentrent à leur tour au bog. Les chasseurs qui font bonne garde pour l'instant. Et ça y est, ils ont repéré le porte-avions ennemi qui a voulu suivre la flotte. Malheureusement, il n'a pas suivi la bonne. La flotte rouge s'est séparée en deux. Mais la flotte rouge s'est un petit peu fait allumer sur son flanc. Alors attention, parce que là, il est en train de faire tout le tour. Hein. Là, Ruben, est-ce qu'il se fait prendre? Non, il a vu. Il a vu, et il se précipite. Joli réflexe de Ruben, qui a vu tout de suite le risque. Le porte-avions rouge est venu le chercher. Et on va voir les chasseurs de Ruben apparaître. Les rouges sont mal, hein. Les verts sont mal, je veux dire. On va voir le chasseur de Ruben, ils arriveront avec un peu de retard, ils sont là-haut. Et ils arrivent, ils sont beaucoup plus rapides. Et au moins essayer de récupérer le porte. Voilà. Il a récupéré le plus dangereux, c'était le torpilleur. Il est en train d'essayer d'aller allumer. Voilà, deuxième avion détruit. Là, il va perdre une escadre de torpilleurs, le bog rouge. En plus, il risque fort de se faire détruire. Voilà, on voit la dernière... on voit le dernier torpilleur qui va se faire dégommer. Non. Aïe, aïe, aïe. Voilà, c'est bon. Et là, maintenant, bah, évidemment, le bombeur, là, lui met un incendie, mais c'est un moindre mal. Parce qu'en plus, le bombeur a perdu 2-3 avions.
4 avions. Regardez, le bomber qui reste autour du bug, je comprends pas. Ah non, mais le bug s'est fait détruire. Le bug s'est fait détruire. Donc le torpilleur, voilà. Maintenant, il est tranquille. Et on va remonter parce que là, pendant ce temps, il avait laissé son bomber là-haut. Donc maintenant, bah, il va aller s'occuper des cuirassés qui sont là-bas. Il a la voie libre. Hein. Il a 23 000, tranquillou. Et maintenant, bah, il va être le maître... il est le maître des horloges. C'est lui qui va dicter la partie. Il n'a plus de porte-avions. Le cuirassé lui a rendu service. Il lui a sorti le porte-avions. Donc maintenant, bah, il va pouvoir faire ses dégâts venus du ciel comme il voudra. Bon, exemple au hasard. 2 feux lancés sur le Nassau. Après, là, comme ça, c'est parfait. En plus, il a fait une super défense avec son chasseur. Maintenant, son chasseur va servir à spotter. Il ne servira à rien d'autre, évidemment. Là, on va regarder comment les torpilles s'attaquent au Nassau qui a éteint son incendie. Là, il a peut-être lancé ses torpilles un peu loin, mais non. Le Nassau ne peut pas tourner. Alors, il est coincé. Il va se prendre... S'il se prend des bois d'eau, c'est mort pour lui. Et il se prend 2 bois d'eau. Voilà. Et comme il avait éteint son incendie, eh ben, ça va monter très vite. Le Nassau... Par contre, il a intérêt à bouger parce que regardez où il est. Il est là. Il est là et les cuirassés poussent. Alors, ils ne vont pas pousser longtemps. Hein. Le Nassau rentre en contact d'un Wyoming. Je pense que Wyoming aide. Il y a quand même 2 cuirassés qui... Et quelqu'un d'autre. Et un Agasta. Oui. Alors, Wyoming risque d'avoir mal aux cheveux. Le Nassau tout seul aurait probablement été sorti. Mais là, ils sont en 3 sur le Wyoming. Et il perd très très vite des points. Le Nassau, avec ses 2 voies d'eau, ne va pas tenir longtemps. Ça descend très vite, mais... c'est compliqué pour lui. Voilà, fin du Wyoming. Le Nassau continue de couler. Mais il va falloir que le bug bouge. J'espère qu'il l'a vu. Le bug va devoir bouger. Parce que là, il y a quand même... le Wakeful a sorti. Le Wakeful a sorti le Nassau que Ruben était en train de couler. Et le Wyoming, maintenant, bah alors, voyons un peu voilà, les bombardiers qui arrivent sur le Wyoming. Il y a les moyens de lui faire très très mal, hein, avec une escadre de bombardiers au complet. Il a les moyens de faire très mal au Wyoming, voyons. Alors, un incendie, c'est parfait. Et l'incendie tourne. Il a vraiment toutes les chances. Là, franchement, il a du pot. Non, il tourne plus. Ah non, non. Et j'aurais été injuste de dire qu'il a eu du pot. C'était de la chance. Mais le Wyoming a éteint l'incendie tout de suite. Et là, regardez ce qui se passe, la 2e couche. Voyons ce que les torpilleurs vont faire. On va les suivre. Le Wyoming qui tourne. Il a vu le danger. Il est un peu seul là sur ce flanc. Et là, je crois que Ruben a largement les moyens de flinguer le Wyoming. Ah, le Wyoming est beau de tourner. Il va se prendre 2 voire 3 torpilles. 2, peut-être, 1. Voilà, 3 torpilles. Et là, en 2 coups, là, entre le coup du Nassau et le coup du Wyoming, la partie a été inversée. Parce que le bug est le roi du pétrole. Hein. Le Wyoming, alors on regarde, on retourne au bug, qui n'a pas eu besoin de bouger, contrairement à ce que je disais. Tant mieux pour lui. Voilà, on voit les torpilleurs qu'ils ont. Les bombardiers, eux, sont en train de charger et vont décoller. Il a rentré ses... Ah, il est en train de... Il est en train de donner une fausse piste à des rouges en disant qu'il est en 1. Bon, ça, c'est un classique. À mon avis, il ne le prend pas, mais bon. Allez, on va suivre le bombardier. Qu'est-ce qu'il va faire? Il est à 67 000 de dégâts, ce qui est pas mal du tout hein, pour un tiers 5. C'est joli. Hein. Et là,
Et bien il a vu, à mon avis, son prochain objectif, c'est ça. Voilà, c'est l'Iron Duke. L'Iron Duke, à moins que il serait plus judicieux de sortir le Koenig, qui est bien entamé. Ah mais a priori, Koenig ou l'Iron Duke. Ah, il est en échange avec l'Iron Duke. Ils sont en train de se chambrer, en train de se parler. Donc je crois que là ça va faire du. C'est vraiment l'Iron Duke qui l'attaque juste pour le fun. En plus le Koenig s'éloigne. Alors que là, voilà, double bombardier. Voilà, il a fait des dégâts, voyons comment l'Iron Duke réagit. Là, il laisse l'incendie tourner. Là par contre on sent que c'est un joueur de métier. Et Ruben pour l'instant. Oh, Ruben, c'est bien joué. Il laisse l'incendie se passer sur l'Iron Duke et il va attaquer le Koenig. C'est très bien joué. Il laisse l'incendie tourner. L'Iron Duke va l'éteindre parce qu'il voit que le Koenig, c'est le Koenig qui est attaqué. Allez, une torpille de plus au but. C'est bien joué. Mais il n'a pas eu de chance cette fois. Il n'a pas mis de flood au Koenig. Ça aurait été doublement efficace, mais là, du coup, le bug qui aurait maintenant loisir de bouger, hein, genre, a priori, il n'y a plus beaucoup de danger pour eux, pour les verts. Ah oui, en plus, Ruben vient de dire au Iron Duke qu'il n'allait pas le tuer en lui parlant, mais qu'au prochain passage, c'était pour lui. Ben oui, ça change, ça change. Un Koenig qui va se faire sortir. Peut-être même avant que le. Je me demande si celui qui. C'est le New York, c'est pas celui qui a sorti le porte-avions, accessoirement. Allez, le Koenig qui a un incendie, qui va disparaître, voilà. On va voir la fin du Koenig. Voilà, le New York a un incendie. Le New York a l'âge. C'est possible hein, que ce soit lui qui a sorti le porte-avions ennemi, et effectivement, le bug s'est mis à bouger. Bon, il s'est bouffé, l'île. Il s'est bouffé l'île, mais il a bougé. Allez, le bombardier décolle. Le New York, lui, doit se bagarrer contre la Casta qui le sort. Il y a quand même. Il y a photo, hein. Il y a photo. Parce que là, le bombardier. On est vraiment. Alors on a quand même une partie à 92 000 de dégâts pour le bug. Qui fait vraiment le boulot, hein. 2 kills, 92 000 de dégâts. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, hein, on ne verra pas les écrans, puisque les écrans qu'il m'a envoyés sont assez. Comment dirais-je. Ils sont pas exploitables, ils sont pas beaux du tout. Je ne veux pas vous ennuyer avec ça, mais déjà, on a 92 000 de dégâts. Et on va suivre. On va suivre les dégâts qu'il fera sur un Iron Duke qui est quasiment full life. Donc, c'est quand même. C'est quand même un beau ratio qui nous prépare. Alors, à se protéger d'Acasta, parce que l'Acasta qui reste vivant, même s'il n'a pas beaucoup de points de vie, il a 2 cuirassés, et un cuirassé en porte-avions. Et allez, un incendie. Est-ce que l'Iron Duke va le laisser brûler comme il a fait tout à l'heure? Je pense qu'il a tout intérêt, parce que voilà les torpilles. Si jamais elles lui mettent un flou au l'Iron Duke, il va prendre cher. J'ai l'impression que le joueur de l'Iron Duke est un joueur de métier. Alors, il a arrêté l'incendie. Il a fait l'erreur. Si jamais il se prend un flou maintenant, c'est mort. Et il s'en prend un avec 2 torpilles. Et là, il va. Voilà, ça va monter. 111, 112K. Il tire sur qui là? Il doit pas voir le bug. Hein.
Par contre, il tire sur un Kongu en mauvais état. Gros calibre, en plus pour Ruben, bravo à lui. Il n'a pas pris le risque de sortir de sa cachette. L'Aéronduke ne peut pas le voir. S'il était sorti de sa cachette pour se rapprocher du combat, il se serait probablement fait sortir par... il aurait été vu. Il aurait pris le risque de se faire voir. L'Aéronduke a sorti le Kongu. Il reste plus que Ruben. Il ne reste plus que Ruben pour faire... Alors, est-ce qu'il lui reste des chasseurs? A priori, non. Alors, voyons un petit peu ce qu'il va en être, parce qu'il reste quand même un DD, hein, je vous rappelle. Alors, peut-être que le bombardier va devoir partir à la chasse au DD. Dernière fois qu'on a vu le DD, il était derrière sa base, mais ça fait un petit moment qu'il a coulé de New York. Non, la bataille est quasiment finie. Je pense pas que c'est un... Alors, il faut qu'il sorte Aéronduke. S'il sort pas l'Aéronduke, la bataille a 40 secondes. Il reste 40 secondes, c'est avantage aux rouges. Et les rouges sont en train de caper. La casta est en train de caper. Donc, ben voilà, si jamais il ne sort pas l'Aéronduke, il a 20 secondes pour sortir l'Aéronduke. Est-ce qu'il va y arriver? S'il sort l'Aéronduke, c'est la victoire. 10 secondes. 8 secondes. 133 de dégâts, 8 secondes. 3 secondes, non, c'est mort. Pas de la bataille. C'est dommage. Il manque pas grand-chose. Hein. Bravo à lui. On passe à la bataille suivante. Allez, c'est la bataille annoncée. Donc, c'est map estuaire, un ranger avec le commandant Falco. Bon, pas forcément spécialiste de porte-avions, mais on a déjà vu des batailles de Falco en porte-avions. On sait qu'il se débrouille plutôt bien. Là, il est sur son ranger, donc c'est un porte-avions de rang 7. Et je souhaitais m'occuper de cette bataille parce que il est dans une configuration assez intéressante. C'est quand même un haut niveau, quand même, hein, le rang 7. On est au-dessus du middle tier. 7, 6. Et on est sur une map avec une configuration à 2 porte-avions de part et d'autre. Ranger Ryujo du côté des verts et Ranger Independence du côté des 6. En plus, il est en division avec le Glazer de Black Hawks. Donc là, on est véritablement dans une situation, je vais dire, qui est intéressante à plus d'un titre. Et là, on regarde la map sur un plan purement stratégique. Et on voit qu'effectivement, l'équipe envisage plutôt une poussée sur le cap D et se positionne pour tenir le choc plutôt du côté de A. On n'a pas le véritable push, puisque si je remets la minimap, on voit qu'il y a un croiseur qui s'éloigne de A, qui ne va pas en protection du DD, et deux cuirassiers qui restent dans une position médiane. Le porte-avions, l'autre porte-avions, le Ryujo, détalant de son point de spawn pour aller avec le reste de la flotte plutôt entre C et D. Donc Falco a envoyé effectivement ses chasseurs autour de D et plus à l'extérieur de D même, hein, parce que c'est traditionnellement là que passent les DD. Et d'ailleurs il est du nez puisqu'il a repéré le Mutsuki. Et là je vais reprendre la main parce que si je veux suivre un peu ce qui se passe. Donc il a effectivement, il s'occupe pour l'instant de faire du spot sur le point D. Alors tentative de strafe, alors c'est le rang seul tier 7, c'est donc l'autre ranger qui a raté son coup. Et la réplique de Falco ne devrait pas tarder. On voit que, oui, là, c'est vrai, joli coup, hein,
là on suit un peu comment dirais-je, la bataille pour prendre le cap D en main. Les deux porte-avions travaillent de conserve. C'est ça que je voulais voir. Hein. Ce que faisaient les deux porte-avions. Pour l'instant, ils font le vide. En termes de chasseurs, ils essayent de virer les chasseurs ennemis et de prendre la supériorité aérienne pour pouvoir ensuite envoyer leur force et leur force de nuisance, en quelque sorte. Donc voilà, là, déjà, il y a le bomber du Ryujo, et voilà, et on a le torpilleur du Ranger. Torpilleur du Ranger qui, je pense qu'il a prévu de s'attaquer au Mutsuki. Et Mutsuki qui est bien mal là, parce qu'il a quand même les deux porte-avions sur le dos. Bon, il fait un grand tour, il essaye d'éviter effectivement le Ranger. Regardons comment... Falco va finalement... Non, il s'attaque bien au Mutsuki. Il a fait mine d'attaquer le Shorts. Et là, bah oui, le Mutsuki n'a pas eu le temps de tourner. Et il arrive quand même à lui mettre une torpille au but. C'est pas mal joué, ça. C'est plutôt bien joué, même. Et voilà des bombardiers, maintenant, qui arrivent à leur tour. Il ne lâchera pas le... Ben, lui, il fait un petit peu comme Polon aussi. Hein. Il alterne les offensives. Il n'a pas envoyé ses 3 escadres en même temps attaquer le Mutsuki. Et là, le Mutsuki, ben, qu'il n'en peut plus, quoi. Il se prend maintenant là-dessus un incendie. Et voilà, il tue à l'incendie le Mutsuki. Joli coup. C'est pas le premier sang, mais c'est un joli coup. Pendant ce temps, l'autre bombardier fait la patrouille, attend. Il sait qu'il y a le Shorts qui est là-haut. Il y a le Bayern. Est-ce qu'il s'attaque au Bayern tout de suite? Ou il attend que le torpilleur revienne, donc qui est fini de recharger et qu'il revienne. Pour l'instant, il est le roi de D. Hein. Le problème, c'est que ces avions, ça ne peut pas servir à faire du cap. Et le Minekazé, on se demande ce qu'il faut faire là-haut. Voilà, le Minekazé, il est puni. Il est parti au milieu de la flotte rouge. La flotte rouge qui est là, tout simplement. Et Minekazé a voulu achever un cuirassé, et résultat, au lieu de caper, c'est plutôt ennuyeux parce qu'ils pouvaient avoir un cap. Ils avaient gagné de quoi faire le cap. Minekazé a raté une bonne occasion. Là, c'est du torpillage, c'est du Ryujo qui est en train de faire très mal au Bayern. Les deux porte-avions font vraiment du bon boulot. Et voilà maintenant les bombardiers de Falco qui arrivent. Voilà, on leur annonce qu'il va falloir... Dakux qui demande à ce qu'on s'occupe du Shorts. Et c'est vrai que le Shorts avec son reload peut faire très mal. Falco, lui, il a vu le chasseur, vous voyez, chasseur rouge qui revient. Et hop, il se met derrière les chasseurs ennemis. Et derrière les chasseurs alliés et ses propres chasseurs d'ailleurs. 4 avions détruits là. Et là, les chasseurs ont intérêt à se casser parce que c'est les chasseurs du Ranger. Ils risquent d'avoir mal. Hein, vraiment très mal. Alors, Falco a envoyé aussi loin qu'il a pu ses chasseurs. Et il les ramène à la maison. D'autant que si on va voir, on descend, voilà. Il y a effectivement un bombardier qui approche. Alors il a réussi à l'incendie. On n'a pas vu le bombardier. Mais parce que le bombardier et les torpilleurs sont partis attaquer de l'autre côté. Falco fait partie des gens capables d'attaquer sur 2 fronts en même temps. C'est assez rare quand même pour les porte-avions. Et là on voit une mise à mort du Königsberg, mais alors bien comme il faut. Pas réussi à le sortir, mais attention, il y a la deuxième couche qui arrive. Et à savoir ce bombardier là, qu'on voit qui est en train de venir pour achever le Königsberg. Il reste 4400 points au Königsberg. Gageons que si les bombardiers est efficace, gageons que le Königsberg sera sorti. Alors voyons. Ah oui, il attaque par l'arrière. S'il le prend bien dans la longueur, il lui met un incendie. Un incendie que l'autre ne peut pas éteindre.
Donc, mise à mort du Königsberg, il s'en sortira pas, le Königsberg. Il pourrait même être sorti au canon un peu avant, parce qu'il y a un New Mex qui lui tire dessus. Et boum, voilà, terminé. Falco avait fait le boulot, hein, quand même. Pour ce qui est de la bataille, l'équipe verte a enfin réussi à caper D. C'était pendant que nous étions sur la mort du Königsberg. Mais pour autant, la bataille est loin d'être jouée. Il y a à peine 20 points d'écart. On retourne voir Falco qui a rechargé son chasseur et qui attend pour récupérer bombardier et torpilleurs. Voir où il va les envoyer. Est-ce qu'il les envoie sur A? Parce que c'est vrai qu'il y a plus grand monde sur cette aile. Et qu'il risque d'y avoir besoin, effectivement, de... Comment dirais-je, de faire du spot pour son allié, le Gneisenau, qui lui est sur C, avec l'idée apparemment de fermer la porte et d'empêcher les rouges de pousser trop sur A et après A. Apparemment, les verts ont renoncé à l'idée de défendre A, même si ici, il y a un Königsberg qui va les jeter un coup d'œil. Gneisenau qui risque fort d'être attaqué, mais on va voir est-ce qu'il prend un coup. Non, a priori, ce bomber n'a rien fait. 8, on se précipite au-dessus de D parce que Falco a envoyé ses bombardiers et ses torpilleurs en patrouille. À mon avis, il vise le Colorado et le York. Il a une petite idée derrière la tête. L'idée, c'est bien sûr de conquérir D, parce qu'avec ce point, ils peuvent encore maintenir le contact, du fait qu'effectivement, les Verts ont un déficit d'un navire. Il va falloir qu'ils récupèrent ce déficit. Et Falco, je pense qu'ils vont compter sur Falco pour ça. Falco qui va envoyer tout ce qu'il a sur le York, qui a priori est l'adversaire. Alors évidemment, il y a le Colo, hein, le Colo qui a une. Comment dirais-je, qui a pas beaucoup de points de vie, mais le York sorti, ce serait un bon. Plutôt que le York conteste D, ce serait un bon coup. Un joli tir croisé. Ryujo qui fait le job, hein, aussi. Hein. Alors lui, par contre, c'est le spécialiste de tir croisé. C'est le deuxième qu'on voit de sa part. Et c'est le deuxième tir croisé qu'il fait. Parfaitement efficace. Tout à l'heure, c'était sur le Bayern. Là, il s'attaque au Shorts. Est-ce qu'il va tenter le torpillage du Shorts? Oui, il n'attaque pas le Colorado. Il finit pas le Colorado. Il essaye de... Ah oui, il va faire très mal au Shorts. Hein. Oula. Allez, 3 torpilles au but, une voie d'eau. Le pauvre Shorts a réellement pris très cher et il va pas lui rester grand chose pour survivre. Et c'est voilà, le bombardier a fini de travailler, la deuxième couche. Donc, voilà, c'est son kill, son deuxième kill. Reste que le Cola, il n'a plus que s'enfuir. Pardon. Pour cela, alors, on a quand même le retour du Gneisenau de Black Hooks sur D. Il n'est pas resté sur C pour défendre C. En même temps, c'est un cuirassé. Hein. S'il veut défendre, il faut qu'il ait du soutien. Qu'il y a au moins un de ses croiseurs qui vienne le soutenir. Donc, effectivement, pour l'instant, petit avantage de 50 points pour les Verts. Le Gneisenau qui est encore attaqué à la bombe. Et encore raté, apparemment. On attend les prochains. On attend les prochains bombardiers. J'ai vu que Falco, de l'autre côté, m'a envoyé ses chasseurs, mais plus en spot, en scout. Il essaye de localiser les... Et il a localisé Ranger ennemi déjà. C'est plutôt un bon plan d'ailleurs.
Ce serait peut-être un objectif. Là, il essaye de faire un strafe, c'est loupé. Ce serait vraiment un gros coup, ce serait effectivement, maintenant que le Ranger est découvert, ce serait d'aller le chercher, le Ranger. Alors voyons. Il y a effectivement son bombardier qui est ici, son torpilleur qui est en dessous, et il semble effectivement prendre la direction, et il a ses chasseurs qui ouvrent la voie maintenant, pour éviter toute mauvaise surprise. Il sait quelque part que l'autre porte-avions est tout en haut. C'est une place assez stratégique et assez logique pour un porte-avions sur cette côté de la map. Voilà, là il a pris un bombardier en grippe. On devrait avoir une sortie du bombardier. Deux avions détruits. Alors vite, 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 parce que là, il y a un passage à la bombe sur le Ranger. 3 incendies d'un coup sur le Ranger. Et évidemment, 3 incendies éteints. Et pendant ce temps, le pauvre bombardier qui reste est quasiment... Il ne reste plus qu'un bombardier, qu'une bombe. Là, le Gneisno de Black Hawks qui vient, on vient de voir se faire sortir par le Ranger, justement. Et Falco qui s'en prend au torpilleur qui revient à la maison. Là, le bombardier de 3 bombes au but, mais pas d'incendie, pour la deuxième couche des bombeurs sur le Ranger. Et pendant ce temps, les chasseurs poursuivent les torpilleurs. Il ne faut pas trop qu'ils s'en rapprochent parce que le Ranger ennemi a de l'entière et il va perdre des avions. Voilà, il s'en va. Il a perdu 2 avions quand même dans l'affaire. La partie est toujours très équilibrée, hein, 4-4. Et les 2 porte-avions de part et d'autre qui sont... comment dirais-je, qui sont en jeu. Alors, lui, voilà, ça risque de changer. Voilà, les torpilles sur le Ranger. 2 torpilles au but, une voie d'eau. Plus que 5 minutes de jeu. Et on voit effectivement que l'inondation est en train de finir le Ranger. Alors, est-ce que ça suffira pour faire le 3e kill? J'ai on va dire un bon espoir. Je le sens bien, ce 3e kill. Ouais, il continue. Il est quand même à 94 dégâts. Et on approche de 91. Ah, il a de la chance. Il s'est arrêté. Ouais. L'inondation s'est arrêtée. Donc Falco va devoir faire un nouveau passage. Parce que le Ranger adverse se défend bien. Il est à 4 kills, hein, quand même. C'est quand même un sacré client. Hein. Là, c'est le Ryujo qui vient de finir. Ouais, le Ryujo vient de chercher. Vous voyez que le Ranger a reprogrammé un nouveau départ. Mais il n'a pas de chasseur pour le protéger. Il tente de tourner, mais... Voilà. Ils ont perdu le Ranger. C'est peut-être la perte de trop pour les rouges. Du coup, ben, Falco va devoir se rabattre sur un autre navire pour faire son 3e kill. D'ailleurs, on a le Ryujo ici, le Ranger en haut, les 2 porte-avions côte à côte. D'ailleurs, oui, Falco on va couper la route. Hein. Et le Ranger, ce n'est qu'une égratignure, il réussit son Kraken. Il avait programmé la mort de la Galicionière, mais c'est un coup réussi. Il fait donc... Hey, ah bon, je n'avais pas vu. Mais voilà, 3e kill, alors il a coulé Pensacola. Alors on va regarder les écrans. Alors, ces écrans, qu'est-ce qu'ils nous disent? 7429 points d'XP, 1488 XP libre, 7 torpilles au but pour 3 inondations, c'est un ratio assez correct, 17 bombes pour 8 incendies, c'est pratiquement du 1 pour 2, et 3 kills, ce qui est plutôt bien. Il finit premier, assez nettement, avec presque 2000 points d'XP de base, 38 avions détruits, ça c'est une composante très importante, on va dire. Et c'est bien le Pensacola qu'il a coulé à l'inondation, j'ai pas vu le bombardement du Pensacola. Shorts 26 000, Mutsuki 7 000,
Pensacola 2800. Voilà pour ses victimes. 40 000 mis sur le Ranger, 15 000 sur le Königsberg. Il l'a pas tanké, c'est logique. Quelques points de défense. Il a parcouru 42 km, ce qui est plutôt bien pour sur une map comme celle-là, pour un porte-avions. Il a bougé. 30 000 de dégâts à la bombe, 52 000 à la torpille. Là-dessus, il faut rajouter les 2800 à l'incendie, donc par rapport pour la bombe, et les 7005 quasiment de dégâts à l'inondation pour les torpilles. En tout cas, on a vu l'aspect, et on a vu 2-3 choses intéressantes parmi ces enseignements. C'est que quand on est à la tête d'un porte-avions, il faut travailler en collaboration avec l'autre porte-avions. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est ne pas se focaliser sur tous ces avions, pas tout mettre ses yeux dans le même panier et attaquer toujours le même flanc. Il faut pouvoir faire comment dirais-je, attaquer, alterner à la fois ces vagues, c'est-à-dire ne pas attaquer tous ces avions offensifs en même temps. Il faut alterner, qu'il y ait toujours quand il y en a un qui rentre, l'autre attaque, pour que vous ayez une rotation assez rapide en termes de dégâts, et aussi une rotation sur les ailes, c'est-à-dire que vous attaquez l'aile droite, puis vous attaquez l'aile gauche, vous attaquez l'aile droite, puis vous attaquez l'aile gauche. Vous faites pareil avec les chasseurs, il faut que vous alliez et l'impression, rappelez-vous, vous, quand vous jouez autre que porte-avions, rappelez-vous comme vous râlez quand vous ne voyez jamais un chasseur de votre porte-avions allié sur votre tête pour vous protéger du porte-avions ennemi. Et on finit avec les 8897 points d'XP du commandant en plus, ce qui lui permet de gagner un point de commandant supplémentaire. Voilà, de retour. Alors, le Ranger, je ne l'ai pas, je vous montre l'indépendance, qui est le rang 6. Je sais pas, le Ranger, c'est le rang 7. Donc, je crois qu'il descend d'un cran, le Ranger. Je me demande s'il ne tombe pas rang 6. Enfin, bon, ça, c'est l'indépendance, le rang 6. Donc vous voyez que c'est déjà plus tout à fait la même chose que cette espèce de gros bateau sur lesquels on avait posé une rampe de lancement. Là on est un petit peu plus dans le porte-avions étudié, même si de mémoire il me semble que l'indépendance c'est un croiseur de bataille transformé en porte-avions. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, même si vous n'aimez pas les porte-avions, enfin, vous n'avez jamais joué, ça vous aura peut-être donné des pistes au niveau stratégique, sur les mouvements et tout, et puis vous aurez pu étudier et voir ce qu'ont fait certains cuirassés ou certains croiseurs durant cette bataille, ces deux batailles d'ailleurs, que vous n'auriez pas fait vous, ou que vous auriez pu faire vous. Voilà, je vous dis à très bientôt, si vous le voulez bien.